Bonjour à tous, Elisabeth Laville, Utopie, enchantée. Ravie d'être là. Ça me permet en plus d'enlever mon masque quelques minutes et ça, c'est précieux. On est là ensemble pour une séance sur la redynamisation des filières stratégiques autour des principes de proximité, durabilité et solidarité. C'est les 4 premières propositions du plan de relance de la coalition dont on va parler ensemble. Ça n'a pas pu vous échapper, la crise a montré la très faible résilience productive, ce qu'on a appelé chez Utopie la résilience productive de nos pays, de nos régions, de nos filières, la fragilité de nos économies qui sont insuffisamment diversifiées sans doute et en tout cas très dépendantes de chaînes d'approvisionnement mondialisées dont on a vu qu'en cas de crise, si elles lâchent, le risque c'est que tout lâche. La crise a montré aussi la nécessité, on l'a vu pour les masques, les respirateurs, de produire localement une partie de ce que nous consommons au moins et voire d'être capable de se mettre à produire assez rapidement et en quantité suffisante ce qui viendrait à manquer du fait d'une crise sanitaire, économique, climatique, etc. L'enjeu, la France est d'ailleurs pas, la situation n'est pas si catastrophique que ça. On a mené chez Utopie une étude sur la résilience productive où on voit que la France est en 4e position dans les pays mondiaux sur justement cette double capacité, soit à produire localement, soit à se mettre à produire localement ce qu'elle consomme. Donc on n'est pas si mal, même si on ne cesse de déplorer la désindustrialisation du pays. En tout cas, les Français s'y trompaient pas, puisque à la sortie du confinement, les premières attentes des consommateurs envers le gouvernement était qu'ils garantissent l'autonomie agricole de la France, 93%, qu'ils prennent des mesures en faveur de la relocalisation dans notre pays des entreprises industrielles françaises, 92%, ou encore qu'ils favorisent la recherche et la production des labos pharmaceutiques français et étrangers dans notre pays, 91%. Tout ça en disant même si ça doit entraîner des hausses de prix. Autant dire que les citoyens semblent prêts pour une relance par le local, qui stimule l'emploi et la sobriété carbone de notre économie, mais aussi sa diversité et sa résilience, en soutenant justement des filières locales créatrices d'emplois sobres, écologiquement, etc. Alors la question qu'on va se poser ce matin, c'est comment mettre en œuvre et stimuler cette relance. Est-ce qu'il faut plutôt de l'investissement? Est-ce qu'il faut de la commande publique? Est-ce qu'il faut de l'aide aux jeunes entreprises ou tout ça à la fois? C'est autour de ces propositions de la coalition que nous allons débattre tout de suite avec les 4 intervenants que je vais vous présenter maintenant. Alors ça a été dit, Agnès Pannier-Runacher est avec nous, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance en charge de l'industrie. Elle est à distance car elle est en quarantaine. Agnès, j'espère que vous nous entendez. Je vous salue et je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je vous entends très bien. Bonjour à tous. Bonjour Elisabeth Laville. André... Ravi de vous retrouver. Ravi aussi. André Dupont est cofondateur et président exécutif du groupe Vitamine T, créé en 1978. Il est aussi ancien président du MOVE. Le groupe Vitamine T est spécialisé dans l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi, avec 5000 salariés, 24 filiales aujourd'hui, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, près de la moitié des activités économiques et des salariés d'ailleurs présents dans l'économie circulaire sur les métaux rares, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les véhicules hors d'usage, déchets d'ameublement, etc., etc. André, vous pilotez également, et vous nous en parlerez peut-être, le collectif Résilience, qui est un groupement d'ampleur nationale rassemblant des PME du textile, des entreprises d'insertion et des entreprises adaptées, qui œuvrent notamment pour la relocalisation de l'industrie textile en France. On en parlera tout à l'heure. Moussa Camara, merci d'être là aussi, président fondateur de l'association Les Déterminés, fondée en 2015, c'est ça? L'association a pour mission de proposer un programme de formation complet à l'entrepreneuriat à des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville et des milieux ruraux. Depuis la création de l'association, 14 promotions sont succédées, plus de 200 personnes formées, dont 60 ont créé leur entreprise. Et ça n'est pas anecdotique, plus de 60% sont des femmes. Voilà. Carole Juge, vous êtes CEO de June. Précédemment prof et écrivain, vous avez créé June en 2017. Une marque qui propose des produits d'hygiène et de cosmétiques écologiques pour la femme et l'enfant, donc des serviettes hygiéniques, des couches pour bébés, des soins du corps, des compléments alimentaires. Tout ça est en ligne sur june.fr. 50 salariés, vous êtes basé à Paris. Vous venez de lancer la première plateforme de traçabilité des couches grâce à une technologie blockchain. Merci d'être ici. J'ai pas dit aussi que les couches sont made in France, ce qui va être important dans la discussion. Alors, on va débattre ensemble il y a 12 propositions de la coalition pour la relance par une transition sociale et écologique, et on va se focaliser dans cette session
sur les trois des 4 premières propositions, donc sous le titre qui s'appelle « Redynamiser des filières stratégiques autour des principes de proximité, solidarité, durabilité ». Je vais demander à chacun d'entre vous, sur les 3 mesures sur lesquelles on va se pencher, de vous positionner dans l'ordre qui vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous voyez des risques, des inconvénients? Pourquoi, comment? Et on finira, je pense, sur chaque mesure par Madame la Ministre, dont l'avis risque d'être plus déterminant que le nôtre. Donc je vous demanderai, Agnès, de nous dire ce que vous allez pousser, ce que vous pensez de ces mesures, évidemment, et de ce qui aura été dit par les intervenants. La première proposition du plan de relance, c'est de créer un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros, je pense, en fonds propres dédiés à la transition sociale et écologique des filières stratégiques. L'idée, c'est d'aller au-delà des prêts garantis par l'État, qui à court terme, dont on peut considérer qu'à court terme, ils fragilisent nos modèles économiques, puisqu'en fait, ils endettent les entreprises, évidemment. Donc là, il s'agirait d'un fonds d'investissement qui permette à l'État de devenir investisseur direct à hauteur de 15 à 25% dans les PME, mais aussi dans des groupements de PME, pourquoi pas, en échange évidemment d'un engagement sur la performance économique, sociale et économique à long terme. Voilà. Ce fonds serait dédié aux entreprises engagées, naturellement, qui s'engagent aussi dans une démarche de transparence d'ailleurs des indicateurs sociaux et environnementaux. Naturellement. Alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être André, sur cette première proposition, votre avis, vos propositions alternatives. Bon, je suis pas très emballé. Ah mince. Je le dis cash comme d'habitude. Je suis pas très emballé. Évidemment que c'est bienvenu depuis le début du confinement et de cette cochonnerie. Tous les matins, en me levant comme tous les citoyens, j'entends tomber les milliards comme la gravelotte. On a explosé tous les compteurs. Aujourd'hui, la dette est éternelle. On peut dépasser le déficit public et puis on va soutenir à juste titre les filières. J'y reviens. Je suis pas sûr, je suis sûr du contraire moi, mais je veux pas être trop clivant. Je suis pas sûr que l'urgence soit encore à aller investir, surtout côté État, investir dans les fonds propres. Évidemment que c'est bienvenu. Je serai peut-être le premier bénéficiaire, je ne jette pas avec le du bas, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Je ne suis pas sûr moi j'observe depuis 10 ans dans les territoires, notamment en termes de filières stratégiques, j'y reviens, j'observe concrètement, charnellement, en prise avec le réel, j'observe que l'accès à des quantités de fonds d'investissement, ou privés, ou la finance solidaire par exemple, pour ce qui concerne les entreprises inclusives, est moins difficile que par le passé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, je ne dis pas qu'on ne galère pas, mais globalement, aujourd'hui, quand on a un beau projet, quand on a un couple produit-marché, quand on a une belle stratégie sur les métaux rares avec une soutenabilité économique et la création d'emplois, on doit pouvoir trouver sur le marché bancaire, a priori, encore une fois, je dis à travers tout l'ensemble. Donc, évidemment, bienvenue, mais le sujet, il n'est pas là pour moi. Le sujet, il est évidemment de la leçon de ce que nous avons vécu pendant 2 mois. Et puis, je vais vous raconter une anecdote. Le 17 avril dernier, en plein confinement, mes équipes, comme partout en France, on n'est pas les seuls, loin s'en faut, ont la performance, elles m'ont ébloui, de créer en un temps record, 15 jours, Confectio, un atelier de fabrication de masques, sous double demande de résilience, dont je ne suis par ailleurs pas le pilote, j'ai suffisamment de paquebots comme ça à piloter, et sur la région Hauts-de-France avec Xavier Bertrand. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, vient visiter l'atelier avec le préfet, etc. J'invite ce jour-là, on est en Hauts-de-France, tous les fashion retailers de Kiabi jusqu'à Okaïdi, ils sont tous là, les grands patrons du textile, etc. Et la main sur le cœur devant la ministre et surtout devant les caméras et la presse, ils disent « Madame la ministre, il y aura un jour d'après, nous allons relocaliser la production ». Dans les 3 jours qui suivent, mes équipes ne les lâchent pas, appellent tous leurs acheteurs devant leur matrice Excel et ils nous disent tous « Vous rigolez, mais vous rigolez, c'est une imposture ». Il n'y aura pas massivement de relocalisation de la filière textile dans les conditions actuelles de la production massive en Asie à 2 € le t-shirt vendu 12, notamment chez Okaïdi, qui est pourtant une belle marque. Je ne conteste pas l'intention, elle est louable, mais le jour d'après, je m'en méfie. Je suis un pragmatique et je ne suis pas un dogmatique. C'est pareil, par exemple, pour les filières industrielles. J'en finis là. Voilà 10 ans que je cherche, avec la foi du charbonnier, avec mes ingénieurs, une industrie en France ou en Europe, pour moi l'Europe est évidemment le bon champ d'investigation, sur le traitement
des cartes électroniques. J'en fais à peu près 10 millions d'euros par an. C'est absolument colossal. Leader en France, indépendamment de notre impact social, qui est notre volonté et notre cœur de réacteur. Il n'y a pas une entreprise française et pratiquement pas européenne qui sache pyrolyser les cartes électroniques qui sont dans vos portables et dans vos smartphones et dans lesquelles nous allons trouver le titanium, le platine, l'or, l'argent, le cuivre, les terres rares dont nous avons souverainement besoin, charnellement besoin, pour les batteries, notamment électriques de demain. Je suis donc contraint de vendre 6 millions d'euros de cartes électroniques par an, en passant par Rotterdam depuis Lille à Hong Kong. Il n'y a qu'une entreprise qui est en Belgique, qui s'appelle Umicore, qui fait cette activité de pyrolyse, etc., et qui est déjà débordée et saturée. C'est pareil pour l'acier, c'est pareil pour le cuivre. Vous avez tous vu comme moi que récemment, donc je suis en colère, mais la colère est sainte, parce que moi ce que je veux c'est agir. Seules les solutions m'intéressent, et surtout pas les diagnostics. Tout le monde partage le diagnostic. Il est urgent que, notamment, on en reparlera tout à l'heure, j'ai même la deuxième question, nous mettions en place dans ce pays, en plus des fonds d'investissement et des milliards qui tombent, notamment la clause de réciprocité. Et ça, c'est votre boulot, chère Madame la Ministre, la clause de réciprocité que l'Europe a enfin signée, que nous avons transposée en droit français en 2018, et qui dit clairement, si la Turquie, par exemple, ou la Chine interdit l'accès au marché public des entreprises françaises, l'accord de réciprocité, qui n'est pas appliqué aujourd'hui ou si peu, doit absolument s'appliquer. Dernière chose, promis, je reviens au masque. Oui, parce qu'on va reparler de la commande publique après. Absolument. Je reviens, je comprends, au masque. Ces 110 hommes et femmes, pour l'essentiel issus du BRSA, qui ont eu le courage, pendant que j'étais dans ma grande maison avec mon jardin à Lille, de venir sans transport en commun, sans garde d'enfants, sans covoiturage, pour construire ces masques, aujourd'hui, ils ont faim. Puisque, évidemment, la commande baisse, même si nous avons diversifié un peu l'activité, la commande baisse cruellement, et dans la pharmacie de mon quartier, comme vous tous j'imagine, je vais trouver des masques chinois faits en Chine. La messe est dite. Merci André. Carole, peut-être un complément sur cette première proposition, ta position sur cette première proposition de fonds d'investissement ? Alors, côté start-up, c'est vrai qu'un fonds public d'1 milliard d'euros, en fait, ça paraît beaucoup d'argent, mais en fait, c'est très peu, quoi. 1 milliard d'euros de dotation, c'est la taille d'un fonds de private equity moyen, c'est même pas la valorisation de Doctolib. Donc déjà, combien d'entreprises on va pouvoir aider avec un fonds d'1 milliard au final, je suis pas sûre que ce sera tant que ça. Et surtout, en fait, derrière, pour un fonds d'État doté d'1 milliard, il y a combien de fonds de private equity, il y a combien de fonds de venture, il y a combien d'associations de business angels avec énormément d'argent qui peuvent mettre au travail. Donc je pense que si on veut vraiment favoriser l'investissement d'impact, il faut pouvoir dire à tous ces gens-là qui, eux, ont plein d'actifs en gestion, attendez, il va y avoir des règles beaucoup plus intéressantes si vous investissez dans des entreprises à impact. Alors, ça va rejoindre la dernière question qui est comment est-ce qu'on définit une entreprise à impact ? Et donc là, il va forcément falloir choisir, c'est trahir. Donc, il va forcément falloir définir un petit peu des cadres un peu plus précis. Mais je pense que faire reposer à l'État seul la responsabilité de faire de l'investissement sur de l'impact, déjà 1 milliard, c'est beaucoup trop peu, en tout cas dans le monde des startups, qui est un monde très venture, dans le monde dans lequel je vis. Et puis surtout, il faut quand même retenir une chose, c'est que pendant le confinement, la capacité épargnante des Français est passée de 6 milliards à 20 milliards, parce que forcément, on a dépensé beaucoup moins d'argent. Cet argent, il va bien falloir qu'il aille quelque part. Ça serait vraiment intéressant si cet argent, mais même des petits épargnants, pouvait aller directement dans des investissements impactants. Et donc, le problème, c'est que derrière, ça veut dire créer des structures, créer des lois qui permettent de revaloriser d'un point de vue fiscal ce genre d'investissement, parce que ça peut avoir un impact, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent dans ces fonds-là, Business Angel, Venture, Private Equity, que dans un seul fonds de l'État français, qui en plus historiquement, c'est un petit peu le travail que fait la BPI, l'État se focalise aussi sur les boîtes qui marchent déjà. C'est ce que tu disais, ils vont investir chez toi, ils vont investir chez moi, mais en fait derrière nous, il y a plein de petites boîtes qui sont en train de grandir et qui auraient besoin de ces investissements-là, qui ne rentreront pas dans le scope d'un grand fonds français et sur lesquels, et ça je pense que tu nous le confirmeras, c'est les business angels, c'est les réseaux, les petits fonds de venture qui sont capables de faire ces investissements-là. Et sauf qu'il faut qu'ils aient les moyens de le faire.
Ok, on en reparlera sur la troisième proposition. Merci beaucoup. Donc un fonds, pourquoi pas, mais comme catalyseur d'un mouvement beaucoup plus global. Moussa, peut-être sur cette histoire d'investissement, de fonds d'investissement? Moi, déjà, je vais être un peu plus direct parce que aujourd'hui, quand on regarde, il y a eu un mouvement sur les femmes, sur les fonds d'investissement, ou comme quoi les fonds d'investissement n'investissaient pas autant sur sur des startups qui étaient dirigées par des femmes. Ce qui en est encore plus vrai pour ceux des entrepreneurs issus de la diversité, des quartiers. Aujourd'hui, les fonds d'investissement sont incapables, à un moment donné, de changer un peu leur façon de voir les choses. Et souvent, moi, on accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui, à un moment donné, arrivent à générer du chiffre d'affaires, arrivent à une maturité assez importante. Et au moment pour aller chercher des fonds auprès des business angels et tout, etc., c'est très compliqué. Et finalement, il y en a très peu qui seront financés par des fonds d'investissement pour pouvoir se développer. Ça, du coup, si l'État faisait ce boulot-là, ça vous aiderait finalement? Ça peut aider, je pense que ça peut aider, mais l'État ne peut pas le faire seul. À un moment donné, il faut mettre tous les acteurs autour de la table pour que, en fait, aujourd'hui, on parle d'un plan d'investissement, d'un plan où on va mettre beaucoup d'argent pour des entreprises et tout. Encore une fois, j'en suis sûr, quasiment sûr, que les grands oubliés seront les entrepreneurs dans nos quartiers, dans nos territoires. Et ça, c'est une réalité parce qu'aujourd'hui, le rendez-vous n'y est pas. Donc demain, même s'il y a un grand plan de lancement, comment on fait pour mettre tout le monde autour de la table et permettre aussi à ces entrepreneurs qui grandissent, qui ont parfois plus de difficultés de sortir là où ils sont de leur territoire, comment eux aussi peuvent bénéficier, quand ils ont démontré qu'ils pouvaient marcher, parce qu'en plus, en réalité, quand on investit dans une entreprise dans ces territoires-là, on investit pour de l'impact, parce que les startups qui se développent et qui fonctionnent, quand elles créent de l'emploi, bien souvent dans ces quartiers-là où il y a plus de 30% de chômage, et que ça recrée une dynamique économique qui permet en fait d'élever les gens par le haut. Et c'est un peu le constat. Moi, après, j'ai pas forcément d'avis tout de suite sur l'investissement, mais je me dis attention, s'il y a un fonds d'investissement et si l'État est prêt à aller au bout, il faudra associer tous les acteurs et surtout tous les entrepreneurs qui sont bien souvent oubliés des fonds d'investissement traditionnels. Merci beaucoup. Madame la ministre, du coup, il y a quelques interpellations pour vous dans ces premiers propos. Et puis peut-être globalement, qu'est-ce que vous allez pousser, vous sur ces sujets? Alors, par rapport à cette proposition et aux différentes prises de parole, il y a plusieurs sujets. Il y a un premier sujet qui est le problème des fonds propres. Et en particulier, le problème des fonds propres des entreprises qui font le choix de la transition écologique, d'avoir un rôle sociétal et social, je dirais, exigeant. Effectivement, ce que disait le premier interlocuteur, c'est avec le prêt garanti par l'État, vous ne faites que remettre de la dette. Oui, parce qu'on a traité le sujet de trésorerie et on est en train de traiter le sujet de fonds propres. D'abord, il faut se rappeler que le prêt garanti par l'État sur tous les gros tickets ont une éco-conditionnalité. Ils en ont tous une. On l'a évidemment pas fait pour les TPE, PME parce que c'était pas gérable et que le sujet était d'éteindre l'incendie immédiatement et de sauver des emplois et de sauver des entreprises. Et il y a un temps 2 et ce deuxième temps, c'est de conforter les fonds propres des entreprises. Donc ça, c'est un sujet qui fait partie du plan de relance, puisque la France est connue pour avoir plutôt moins de fonds propres dans ses PME et ses entreprises de taille intermédiaire, et c'est une difficulté pour investir dans la recherche et le développement et investir, je dirais aussi, au service des transitions. Le deuxième sujet, c'est la question de comment amener plus d'épargne et plus d'argent vers les entreprises à impact. Je veux rappeler que la loi Pacte, justement, a ouvert beaucoup de dispositifs en ce sens. C'est la loi Pacte qui exige, par exemple, que à chaque fois qu'on offre qu'une assurance vie offre des supports, il y ait obligatoirement dans ces supports des supports avec un contenu d'investissement socialement responsable, un contenu de transition écologique, de manière à avoir obligatoirement la possibilité d'offrir à l'épargnant cette possibilité. Et ça, nous le suivons et nous allons continuer à le pousser puisque nous avons aujourd'hui le support législatif. Il faut maintenant que ce soit traduit dans les faits. Je rappelle que la loi Pacte, elle a été votée en mai 2019.
Donc, on a la capacité à pousser l'épargne des Français et on entend cette envie, au moins d'une partie des épargnants, d'avoir une épargne qui ait aussi du sens. Donc, pour ça, il faut arriver à passer des objets marketing qui disent « venez chez nous, on fait de la RSE et vous avez une unité de compte sur 100 dans un contrat », à quelque chose de plus transparent, et on a également augmenté la transparence sur ces contrats. Donc ça, c'est drainer l'épargne vers ces entreprises à mission, etc. Et je rappelle qu'il y a des avantages fiscaux aussi qui ont été mis en place dans le cadre de la loi Pacte. Et puis, il y a la troisième chose, c'est comment, le jour d'après, on arrive à amorcer, à accélérer les transitions et à améliorer la résilience. Alors, il y a plusieurs façons. Oui, vous avez raison de dire qu'on ne va pas du jour au lendemain changer le logiciel de l'économie et remettre 90% de notre consommation textile en France. C'est assez certain. En revanche, on a fait la preuve qu'on était capable de bouger les curseurs et dire on a une production textile qui est capable de bouger de 10%. Vous allez me dire, vu qu'on part de bas, ça va être plus facile, mais c'est du domaine de l'accessible, parce que vous avez d'abord un certain nombre d'industries du luxe pour lesquelles le signal prix est moins important et qui sont sur des trends de relocalisation en France, aussi pour des raisons très pragmatiques, de protection de leur propriété intellectuelle et de maîtrise de leur savoir-faire. Et il faut arriver à élargir ça, probablement plutôt sur des secteurs de niche. Je prends l'exemple du textile, mais on pourrait prendre d'autres exemples, sur lequel on a quelque chose, on arrive à construire un avantage compétitif. Mais j'adhère à l'idée que sur le t-shirt tout venant qui a un produit à 10 €, eh bien, on ne sortira pas à un prix de 2 €. Et donc, toute la question, c'est aussi d'accompagner le consommateur dans son souhait de devenir aussi acteur de la consommation et d'arriver à rendre visible le contenu CO2 d'un t-shirt, éventuellement de pousser toutes les initiatives sociétales qui, un peu comme des applications type Yuka, mais sur le contenu sociétal, social, environnemental, pour aider le consommateur à faire ses choix de consommation et peut-être acheter plusieurs fois des t-shirts à 10 €, mais une fois, de changer sa consommation, prendre un bien plus durable sur lequel il pose son choix et il accepte de payer un peu plus cher. Donc, on le voit, sujet fonds propres, sujet orientation de l'épargne des Français vers des modèles d'entreprises qui investissent dans la RSE. Et troisième sujet d'accompagnement de la consommation. Quatrième sujet, c'est ce que nous faisons très directement au niveau du ministère de l'Industrie, c'est comment accompagner les relocalisations. Nous avons par exemple prévu dans ce plan de relance 1 milliard d'euros pour les relocalisations. 1 milliard d'euros, c'est pas beaucoup, mais c'est des projets qui sont en train de nous remonter des territoires sur la santé, sur l'agroalimentaire. Donc ça recoupe de manière assez intéressante l'enquête que vous avez fait. Ces deux secteurs sur lesquels nous avons décidé de mettre les feux, sur l'électronique, sur les intrants critiques en matière industrielle. Et le cinquième appel à projet que nous allons lancer sera autour des technologies 5G et Internet des objets, puisque c'est un élément de souveraineté aussi assez sensible sur lequel on peut accepter de payer un peu plus cher au niveau des entreprises. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième proposition en essayant d'aller un tout petit peu plus vite, sinon on n'aura pas le temps d'aborder la troisième, ce qui serait dommage. La deuxième proposition, c'est l'intégration de critères d'impact sociaux et environnementaux dans l'attribution des marchés publics. Donc la question de la commande publique qui a été un tout petit peu abordée par André tout à l'heure. On sait qu'aujourd'hui, alors l'idée c'est un peu l'arlésienne, parce que j'ai l'impression, moi en tout cas ça fait 27 ans que je travaille sur le sujet, 27 ans qu'on dit oui alors maintenant on va faire ça.
Mais enfin, l'idée, ça serait d'utiliser les achats publics notamment, qui représentent quand même 10% du PIB, pour créer un espèce d'effet d'entraînement, effet de bascule, un point de bascule qui entraîne la consommation en général vers une consommation plus responsable, vers des produits plus responsables. C'est les fameux 10% pour tout changer de Christophe Itier, où Madame la ministre disait tout à l'heure qu'on pouvait relocaliser par tranche de 10% et commencer par relocaliser 10%. Bon, bah là, c'est pareil. Sur cette question de la commande publique, peut-être, Carole, on commence par vous. Moi, je veux bien qu'on mette un critère obligatoire d'impact, mais en fait, avant de mettre un critère obligatoire d'impact, je pense que ça serait quand même bien que les marchés français favorisent les entreprises qui fabriquent en France. C'est-à-dire qu'il y a les entreprises en France qui fabriquent en dehors de France, mais après, il y a les entreprises en France qui fabriquent en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors des appels d'offres, moi, j'en fais pas beaucoup, j'en fais uniquement pour les couches dans les maternités. Bon, sauf que moi, quand j'arrive avec mes couches dans les maternités, aujourd'hui, j'ai un produit qui est plus sain, fabriqué en France. On a lancé, là, hier, la toute première plateforme de traçabilité avec un protocole blockchain pour tracer la fabrication des couches en intégralité. C'est une innovation mondiale, personne ne l'a fait avant nous. Aujourd'hui, quand on va faire un appel d'offres, on est plus cher. Donc forcément, il y a des appels d'offres qu'on n'a pas parce que derrière, on va aller favoriser des marques qui sont fabriquées en Turquie, qui sont fabriquées en Allemagne, qui sont fabriquées en Chine, qui sont fabriquées en Amérique du Sud. Donc moi, je veux bien qu'on mette un critère d'impact. C'est très cool de mettre un critère d'impact. Mais avant de mettre un critère d'impact, je pense qu'il faudrait déjà se mettre un critère de fabrication française. Bruno Le Maire l'a dit, je crois que c'était hier ou avant-hier au MEDEF, la France est le pays de l'OCDE qui a le plus délocalisé. Bon, il y a un moment, il faut aussi faire machine arrière et se dire, les entreprises qui courageusement fabriquent en France, il faut arrêter. Enfin, en l'occurrence, nous, on fait fabriquer du textile en France. Moi, les bodys, on les vend 24 €. Il y a des marques qui vendent des bodys 14 €. Certes, c'est 10 € plus cher, mais on n'est pas du simple au quintuple. Il y a un moment, il faut arrêter de dire, fabriquer en France, ça ne coûte pas 10 fois plus cher et on ne fait pas payer aux consommateurs 10 fois plus cher. Donc je pense qu'il y a un enjeu pour moi sur favoriser les entreprises qui fabriquent en France, qui ont des matières premières d'origine française et qui ont des protocoles de traçabilité qui sont respectueux. Et ça, c'est un impact aussi. Avant les autres critères, du coup. Je pense avant les autres critères, mais dans le cadre de la relance, en tout cas, ça pourrait avoir du sens. Ça fait sens parce que derrière, ça contribue vraiment à l'économie locale. Je dis pas que l'impact c'est pas important, mais l'impact c'est aussi le tissu social, c'est aussi les entreprises françaises. Faire travailler des entreprises françaises, c'est des gens qui gardent leurs emplois, c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat, c'est des gens qui derrière alimentent l'économie. Et ça, je pense que c'est aussi extrêmement important. Ok. André, rapidement sur ce sujet que vous avez abordé tout à l'heure. Oui, je serai plus court que tout à l'heure. Ah oui, merci. J'avais compris. L'évolution en matière de clauses sociales ou environnementales réelles depuis une dizaine d'années est objectivement plus favorable. Je suis un peu moins sévère que tout à l'heure, y compris venant du privé. Il y a longtemps qu'on en parle, mais il y a une vraie accélération, il y a un vrai scale-up de ces clauses, de ce recours depuis une dizaine d'années, y compris d'ailleurs dans la commande privée. Deux choses cependant, en prolongeant ce que vient de dire Madame, mais je pense que Madame la ministre saisira la balle au bon tout à l'heure sur le fameux accord de réciprocité. Moi, j'y crois profondément, en termes notamment de shame and name, pour qu'enfin les entreprises françaises, ce qui vient d'être dit, puissent, je pense, à des amis qui ont créé Acom, qui est un des numéros 1 français, vous le savez, en Normandie par exemple, vous les connaissez je crois, sur la fibre optique, et pour lesquels depuis 6 mois, pendant que nous étions confinés, les Chinois qui nous ont envoyé le virus ont occupé 65% de la fibre optique. J'ai interrogé récemment un haut fonctionnaire que je respecte par ailleurs, un acheteur de la collectivité qui me dit « Vous comprenez, moi je gère l'impôt des Français, ils sont moins chers ». Et j'ai répondu à ce monsieur deux choses. Monsieur, sans votre respect, votre salaire vient de l'impôt des Français. Et surtout, intégrez dans vos coûts les coûts sociaux du chômage, s'il vous plaît, pour comparer notamment les produits chinois et les produits français. Dernière chose, sur les clauses sociales en termes de recrutement des personnes en difficulté, elles seront demain 800 000 de plus dans ce pays. Pour le moment, moi, ce qui m'intéresse, c'est de penser les plaies. Je suis d'accord pour penser l'avenir, mais le tsunami, il arrive. Il sera pire que la crise sanitaire. Ces 800 000, c'est pas moi qui le dis. C'est assez courageusement Elisabeth Borne, qui est venue nous voir il n'y a pas longtemps, et qui a au moins le courage de nous annoncer que le tsunami est devant nous, et que la France va se réveiller le mardi 2 septembre, et que le pire est devant nous. En matière de clauses, il faut vraiment, madame, regarder deux choses.
D'abord, je l'observe partout en Ile-de-France, en Hauts-de-France, dans le Grand Est. Vous avez des entreprises du BTP de la construction qui souffrent par ailleurs, et dont je suis solidaire, qui arrivent à négocier massivement actuellement en reprise de chantier avec les collectivités, essentiellement locales et pas que l'État. Le fait, c'est marqué non-lieu. C'est marqué comme ça en rouge, qui se font dispenser de la clause parce qu'il y a urgence pour elles, d'abord à sauver évidemment leur modèle, je peux le comprendre, mais attention à ce qu'il n'y ait pas un recul. Et deuxièmement, et ce sera ma conclusion, les clauses sociales c'est bien, mais tout système pour les pauvres est un pauvre système. Je rappelle, je suis ici aux Universités de demain, notamment avec le MOVE, qui est cher à mon cœur, dont je suis un des fondateurs. Dois-je rappeler que les entreprises inclusives comme la mienne, et il y en a plein d'autres, ne sont pas un appendice du marché. Elles ont décidé, nous avons décidé, et personne ne nous y a obligés, nous avons décidé de développer notre impact social sur le marché concurrentiel. Si on nous enferme uniquement dans des clauses, c'est un système pauvre et on ne changera pas d'échelle. Et ce que nous voulons, nous, au MOVE, c'est changer d'échelle. Parce que notre modèle résilient, le jour d'après, nous y étions déjà sans prétention le jour d'avant. Et donc, du coup, je préfère, avec mes équipes, très fiers de répondre à des marchés concurrentiels avec mon impact, que d'être enfermé par la commande publique dans des clauses minimalistes. Merci. Moussa passe son tour. Parce que je vais lui donner la parole en premier sur la troisième question. Agnès, sur ce sujet de la commande publique, rapidement, comment vous réagissez à la proposition et est-ce qu'on peut espérer que le plan de relance accélère ce sujet ? Alors, sur le sujet de la commande publique, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis avant même que la Covid apparaisse dans nos vies, puisque plusieurs choses. Lorsqu'on a augmenté, par exemple, le seuil des marchés publics sans formalité, c'est précisément pour faciliter l'accès de la commande publique aux petites entreprises, celles qui n'ont pas forcément la moyen, la structure juridique pour monter ces dossiers complexes et favoriser justement, on va dire, les entreprises du territoire à proximité des petits acheteurs publics qui eux-mêmes peinent sur la complexité de monter des dossiers de commande publique avec tout le formalisme qui est nécessaire sur des objets de plus importants. Donc, l'augmentation du seuil des marchés publics, c'est aujourd'hui 40 000 €, c'était 25 000 €, c'est rentré en vigueur le 1er janvier 2020. Deuxième élément, les marchés publics innovants, qui visent notamment à permettre d'avoir de donner accès à des collectivités locales à des offres innovantes. Innovantes ne voulant pas dire nécessairement technologiques, mais tout simplement des manières de répondre à des besoins des collectivités publiques différentes. On a notamment des exemples sur la façon de gérer les jardins à Bordeaux. Donc vous voyez, ça n'a rien de technologique, mais c'est la démarche qui est innovante. Et ça, on a un seuil des marchés publics qui a été passé à 100 000 € dans une expérimentation et qui favorise très clairement le monde de l'économie sociale et solidaire, parce que c'est un monde qui, en règle générale, anticipe des mutations d'usage et vont faire des propositions innovantes. Donc là aussi, on a agi. Troisième élément, ça fait 12 mois qu'il y a un groupe de travail, acheteurs publics, acheteurs privés, qui travaille sur l'insertion dans le cahier des clauses administratives générales d'une clause sociale et d'une clause environnementale systématique. Donc pas besoin d'avoir la Covid pour anticiper ces éléments, et je rejoins ce que dit André sur l'augmentation quand même ces dernières années de la part des clauses sociales et des clauses environnementales dans les collectivités locales. Plus de 20% des contrats ont soit une clause sociale, soit une clause environnementale. Mais plusieurs éléments. D'abord, il n'y a pas de réciprocité. Vous citiez tout à l'heure le fait qu'il y a une clause de réciprocité sur les marchés publics au niveau européen. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à obtenir cette clause de réciprocité. Nous n'avons pas réussi à faire. Donc, nous ne pouvons pas bloquer les Turcs lorsqu'ils ne respectent pas, ou les Chinois en l'occurrence, parce qu'ils eux-mêmes n'ouvrent pas leur marché public à nos entreprises. Deuxième élément, attention à ne pas dire il faut favoriser les entreprises françaises parce que dans un marché public, parce que sont-elles toujours mieux disantes socialement et environnementalement? Ce n'est pas nécessairement le cas, et en même temps, nos entreprises françaises veulent avoir accès au marché étranger, au marché européen à tout le moins. Et donc, autant nous on pousse le fait d'aller plus loin dans le contenu européen,
des marchés publics, parce qu'on considère qu'il y a quand même une proximité de modèles et d'exigences en matière sociale et environnementale au niveau européen, que des pays comme la Suède, comme les Pays-Bas n'ont pas à rougir de ce qu'ils font en matière environnementale, que des pays comme l'Allemagne n'ont pas à rougir à ce qu'ils font en matière sociale, et donc il faut aussi se dire qu'on doit être une coalition à tirer le continent européen vers le haut et à jouer collectif aussi sur ça, parce que la résilience que nous voulons construire, elle doit certainement être européenne. Donc ça, c'est un premier point. Mais en revanche, oui, nous pouvons renforcer le contenu social et environnemental de nos contrats, et nous allons aussi très précisément sur des sujets spécifiques renforcer le contenu de commandes publiques pour avoir plus d'impact. Comme les entreprises françaises font des efforts en matière de RSE, elles ont plus d'assurance dans le cadre du plan de relance d'avoir accès à cette commande publique. Dernier point, je veux le redire par rapport à la première question qu'on a eue, on traverse une crise qui est particulièrement marquante, mais on n'a jamais fait et mis autant de moyens dans la décarbonation. On ne va jamais mettre autant de moyens que dans la décarbonation, dans la transition énergétique et dans l'inclusion sociale. C'est tout l'objet du plan de relance. On parle de 30 milliards d'euros sur le volet environnemental. Et ça, c'est des mesures très concrètes. Merci. On va passer à la troisième proposition qui en fait est la proposition 4 du plan de relance, créer un statut de jeune entreprise à impact social et écologique sur le modèle des jeunes entreprises innovantes. Ça part de l'idée que finalement les créateurs d'entreprises avec un fort engagement social ou écologique doivent être encouragés comme le sont les entreprises du secteur de l'innovation technique ou scientifique. Moussa, peut-être qu'on commence par vous sur cette proposition. Ça vous botte ou ça vous botte moins? C'est pas que ça me botte ou ça me botte moins, c'est que finalement, en fait, un statut pour quoi faire? Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est ce que les entrepreneurs ont besoin, c'est des facilités. C'est à un moment donné, c'est quand on est dans l'action impact, c'est beaucoup de risques qu'on prend parce qu'on est beaucoup dans l'humain et tout. Et moi, je le vois, je côtoie énormément d'entrepreneurs à impact. On est des entrepreneurs à impact. Et finalement, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, il y a un allègement des charges. Et je sais pas, le statut, ça peut booster. Ça peut booster, mais c'est surtout d'encourager ce qui existe déjà, ce qui fait déjà. Après, il y a différents entrepreneurs. Aujourd'hui, on en voit que la tendance de se lancer dans l'entrepreneuriat social, il y a de plus en plus de personnes qui le font. Il y en a qui quittent leur boulot pour pouvoir aller vers l'entrepreneuriat social. Je pense que ça peut être un outil qui est très fort, mais derrière, c'est toujours le manque d'accompagnement, le manque aussi de financement, le manque de structuration par rapport à tous ces projets-là. Et c'est pour ça que des structures, avec ce qu'on fait avec les déterminés, c'est vraiment d'accompagner tous ces entrepreneurs pour qu'ils aient les mêmes chances de réussite que les autres. Et derrière, c'est vraiment de les valoriser. Il y a eu des statuts entrepreneurs étudiants, il y a d'autres statuts, et peut-être que ça pourrait encourager. Moi, je suis un peu partagé sur la question. Moi, je pense qu'il faut encourager, soutenir tous ces entrepreneurs qui existent et qui ont un impact social dans notre territoire. C'est de les valoriser. C'est aussi d'un moyen ou d'un autre, c'est essayer de baisser des charges. Parce que ça aussi, ça coûte beaucoup à ce qui est un des volets de ce qui est proposé dans la proposition en question. Hein. Et après, il faut regarder les modalités et voir comment on peut avancer sur ce sujet-là. Ok, merci. Carole, sur ce sujet? Moi, ça va rejoindre mon premier point, en fait. Si on veut pouvoir que les fonds de private equity, les fonds de venture et les associations de business angels favorisent l'investissement à impact parce qu'ils auraient des incentives fiscales à le faire, derrière, il faut forcément qu'il y ait un statut en face pour pas que ce soit fait au petit bonheur la chance. Alors, évidemment, définir un statut de jeune entreprise à impact, définir, c'est trahir. Donc, il y a forcément un moment où il faut mettre des cases. Mais je pense que c'est quelque chose qui permettra de manière quand même assez pérenne de dire aux gens, si vous investissez dans ce type d'entreprise et en ayant défini bien ce statut en amont, fiscalement, ce sera plus intéressant, mais ce sera plus intéressant d'un point de vue économique au global, parce que derrière, ces entreprises-là ont un impact. Donc je pense que la définition du statut, elle sert à rien si c'est juste pour donner un bon point, quoi. Avoir un statut, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est
qu'est-ce qui va derrière le statut. Si c'est plus d'accès à des financements, c'est plus intéressant. Si c'est des réductions de charges diverses et variées dont parlait Moussa, c'est intéressant. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Mais moi, je suis complètement pour qu'il y ait un statut, ouais. André, rapidement, s'il vous plaît. Oui, en 10 secondes. Non, même pas parce Il faut y mettre le paquet, Moussa, il faut y mettre le paquet parce que vous avez une génération, on le voit bien au Move notamment, vous avez vraiment, c'était vrai avant, ça le sera encore plus demain, vous avez ce qui est une vraie promesse d'avenir, vous avez une génération de jeunes sortis des grandes écoles, d'ingénieurs, etc., qui ont décidé de donner du sens à leur parcours et leur existence et qui s'orientent vers les startups à impact. Alors, bien entendu, le statut ne fait pas vertu. Encore une fois, les outils sont là, il faut juste un peu les simplifier. Il faut vraiment mettre le paquet. Il se lève une génération qui n'est pas la mienne, au demeurant, peu importe, il se lève une génération de start-upers, et pas, en même temps, on n'est pas start-upers jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Il y a des formes d'équitabilité des start-up. Non, on a été créé il y a 40 ans, ça va, à un moment donné, il faut passer du statut de start-up au statut de ETI et de maturité, quoi. Ça va, moi, je veux mourir jeune, mais le plus tard possible, quand même, hein, au passage. Oui, il faut mettre le paquet sur ces jeunes pousses entrepreneuriales à impact social et environnemental. Il faut vraiment les incuber, les bichonner avec tous les outils qu'il faut. Mais il faut être à la fois, c'est mon dernier mot avec elle, bienveillante et exigeante. Parce que vous avez un effet de mode, tout le monde ne va pas créer dans son garage Apple, quoi. Hein, ou, voilà. Il faut pas se la jouer, quoi, encore une fois. Il faut toujours aller à l'idéal en passant par le réel. Merci Agnès. Peut-être sur ce dernier point, mettre le paquet sur les jeunes entreprises à impact. Alors, là aussi, deux questions. La question du statut, il existe un agrément entreprise solidaire d'utilité sociale qui est conçu pour cibler très précisément les entreprises à impact social. Et ce statut, il ouvre un certain nombre de facilités ou d'avantages qui soient de nature fiscale, réglementaire ou prudentielle. Donc, je ne sais pas s'il faut d'ailleurs favoriser les jeunes entreprises à impact social versus les entreprises qui auraient été créées il y a 5 ans et qui ont néanmoins de l'impact social. En tout cas, nous, on a fait le choix d'avoir cet agrément. C'est la première chose. Mais moi, je suis très sensible à ce que disent Moussa et André. Le sujet fondamentalement dans toutes les entreprises, chez les jeunes entrepreneurs au sens création récente d'une entreprise, quel que soit leur âge, c'est l'accompagnement. Et c'est en particulier l'accompagnement pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'évoluer dans des systèmes où ils ont immédiatement acquis les codes on va dire, du microcosme parisien. Donc il y a un accompagnement qui est de réseau, il y a un accompagnement qui est de compétences et dans les mesures que nous déployons notamment avec la BPI, il y a cette volonté de renforcer l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, de les accélérer, de leur donner accès de les former. Parce qu'ils n'ont pas toujours eu, ils sont souvent formés sur le tas, et puis il y a ceux qui sont extrêmement bien formés, mais qu'il faut effectivement bichonner, chouchouter, mais en tirant les exigences. Et donc je crois que ce volet d'accompagnement est au moins aussi important que la question de donner des avantages fiscaux. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un gros travail, je ne l'ai pas assez dit peut-être sur les autres sujets, mais il est assez vrai, de travailler main dans la main, État et acteurs privés, parce que on a un effet de levier, que ce soit sur les politiques de relocalisation. Lorsqu'on met 1 euro, on attend d'avoir 5, 6, 7 euros de plus qui vient du côté du privé, ou que ce soit sur les fonds d'investissement où BPI met des tickets dans des fonds qui sont eux-mêmes privés et qui vont accompagner du venture jusqu'à le capital développement plus classique, plus entreprises de taille intermédiaire, on a cette possibilité de pousser les fonds privés à eux-mêmes élever leur niveau de jeu sur la responsabilité sociale et environnementale. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les fonds privés, en tout cas un certain nombre d'entre eux, ont bien compris que derrière l'impact, il y a aussi une meilleure gestion des risques. Lorsqu'on sait mieux gérer son impact environnemental, on anticipe de probables évolutions normatives, de probables exigences du consommateur et de probables risques de réputation si on le fait mal, si on a un mauvais impact environnemental, même si on respecte très strictement les législations. Et on peut le dire de la même manière sur le sociétal. La marque employeur, le fait
d'avoir une facilité de recrutement de jeunes talents, elle va aussi avec une capacité à donner du sens à ces talents et donc à avoir un impact sociétal qui soit prouvable. Donc, je vois des fonds d'investissement qui commencent à prendre comme thèse d'investissement la RSE ou qui en font un des éléments de sélection des dossiers. Je trouve ça très positif et je crois qu'avec France Investissement, il faut qu'on pousse les feux sur ça et également au plan international. Et qu'on pousse les feux sur la définition de ce que nous, on considère comme étant aussi nos valeurs de responsabilité sociale et environnementale et d'éviter de se faire imposer peut-être des normes un petit peu différentes venant des pays anglo-saxons, un peu comme on a perdu sur le plan comptable ou sur le plan prudentiel la bataille des IFRS ou la bataille des réglementations du type Solvency. Donc, il y a aussi toute une vision de ce qui sont la mesure de la responsabilité, l'impact social, environnemental et sociétal sur lequel la France et les acteurs français ont quelque chose à dire et les acteurs européens ont quelque chose à dire par rapport aux régulations mondiales. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Bonne fin de quarantaine. Quatorzaine. Quatorzaine. C'est plus court. Déjà long. C'est déjà long. Merci 6 jours. Merci infiniment à tous. Il nous reste des questions, je pense, de la salle. Oui, il y a des questions du public, il y en a beaucoup. Et il y en a une, on va peut-être les afficher, il y en a une qui a été plébiscitée sur le critère d'impact. Est-ce que le bon critère d'impact n'est pas Made in social et écologique plutôt que Made in France ? Est-ce que un de nos invités veut répondre ? J'imagine que Carole et André, peut-être, je ne sais pas. Non, mais en fait, j'entends le Made in France. Oui, en France, tout le monde n'est pas social. Il y a deux choses, l'impact carbone et le droit social. C'est-à-dire que moi, je veux bien que le Made in France ne soit pas une garantie absolue contre tout, mais on a quand même en France parmi les droits sociaux les plus exigeants, les plus contraignants, les plus protecteurs pour les salariés au monde. Donc rien que ça, c'est quand même pas rien. Et petit 2, quand on fabrique un produit en France et qu'on ne le fabrique pas à l'autre bout du monde, l'impact carbone est plus faible. J'en parlais dans le workshop que je faisais juste avant. Faire des produits, faire venir des avocats biologiques du Pérou ou des haricots verts biologiques qui viennent du Kenya, quel est l'intérêt ? Est-ce que c'est pas plus intéressant d'aller chercher des haricots verts chez un producteur en Île-de-France, si certes il appelle label bio? Donc j'entends, et je suis pas, encore une fois, je suis pas en train de dire le Made in France au final c'est la réponse à tout et point de salut en dehors du Made in France, mais le Made in France sur le point de vue social et écologique a quand même un certain nombre d'avantages. Il n'en a pas que ça, mais il y a quand même un certain nombre d'avantages de base, de facto, quoi, structurellement, avant même de rentrer dans les détails. Ok, André, peut-être un complément rapide. Vraiment rapide, je persiste et je signe. Merci madame, c'est magique. C'est pas un gros mot le Made in France, quoi. Cela suffit, cela suffit. Oui au patriotisme européen alors plutôt que français. Cela suffit. On va attendre combien encore de crises, qu'elles soient sanitaires ou pas, pour constater que 80% de notre production est à l'extérieur. J'ai d'ailleurs un désaccord évidemment respectueux avec Madame la Ministre, mais je vous envoie ça tout à l'heure. Elle a tort, et si je me trompe, je lui offre, je sais pas quoi, ce qu'elle aimera, du chocolat, ce qu'elle veut. 22 janvier 2018, transposition en droit français de l'accord de réciprocité. Madame la Ministre, vos conseillers Bac+30 ont dû vous le dire. Il y a aujourd'hui la possibilité légale pour l'État et les collectivités d'imposer l'accord de réciprocité. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt avec le respect que je vous porte. Merci André. Est-ce qu'on peut remettre une dernière petite... Les questions, allez, on a le temps encore pour une question. Une dernière question. Est-ce qu'on peut remettre les questions du public ? Il y avait en effet la question de l'Europe que vous venez d'aborder un petit peu. Peut-être si vous le permettez, parce que j'ai deux interpellations. La première, c'est que je recommande d'aller regarder les codicilles du fameux accord, parce qu'il n'est pas du tout aussi automatique que vous le mentionnez. Et surtout, moi, je suis au Conseil compétitivité et cette question de la réciprocité, je la porte à chaque conseil. Donc, je peux vous dire que si ça avait été fait, j'aurais pas besoin de le défendre au niveau du Conseil compétitivité. La deuxième chose, c'est que, attention, nous portons au niveau du gouvernement de manière très forte le fabriqué en France. Nous avons organisé une exposition à l'Élysée en début d'année, précisément pour montrer
que contrairement à l'idée reçue, la fabrication en France, elle porte sur à la fois des biens très larges, y compris, tout le monde pense effectivement il n'y a plus de textile, etc. Ben non, c'est pas vrai, il y a des entreprises qui fonctionnent très bien et qui fabriquent en France, donc qui ont été capables de se positionner sur des niches, d'avoir des brevets, etc. Et d'autre part, de montrer cette fierté de fabriquer en France, parce que je pense qu'il faut collectivement se dire que l'industrie, ce sont des métiers formidables, de le prouver en direction des jeunes qui ont peut-être une image un peu vieillissante de l'industrie, et ça fait aussi partie de cette question du fabriquer en France. Et je suis d'accord avec l'idée que précisément, on n'a pas à rougir des conditions sociales et environnementales dans lesquelles nous produisons, mais justement, comme on n'a pas à rougir, évaluons-les, parce que c'est plus facile de dire acheter français, parce que socialement et environnementalement, regardez, on a une bien meilleure empreinte que d'autres, et on l'évalue, que de dire acheter français parce que c'est français, d'une certaine manière. Là aussi, c'est une question de montrer qu'on fait bien le boulot, et je suis d'accord avec vous, c'est que l'agriculture raisonnée française, elle est probablement très exigeante, et il n'est pas impossible qu'elle soit plus exigeante que certains produits qui ont un qualificatif bio et qui sont importés depuis du lointain. Et pour avoir des contrôles et avoir suivi la DGCCRF sur ces contrôles sur les produits bio, on a parfois quelques petites surprises. Merci beaucoup. On peut prendre en effet une dernière question. Si ça va aller, vous inquiétez. C'est vous qui êtes en charge du timing, hein, moi j'ai... C'est pour ça, je dis que c'est OK. Est-ce qu'il y en a une, peut-être, Moussa, puisque tu n'as pas parlé avec moi, qui t'inspire? Ouais, l'agrément ESUS, on en a parlé un peu. Ouais, la question sur l'agrément ESUS, c'est vrai que le label ESUS, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de structures impact ou d'entreprises sociales qui font appel au label ESUS. Et l'idée, c'est de voir en fait comment, voilà, on pourrait, parce qu'on parlait de statut tout à l'heure, de statut jeune entrepreneur social, etc., impact, bah, peut-être est-ce que pas revoir le statut, de le réviser, d'améliorer, de baisser la fiscalité, etc., parce qu'il faut que voilà, ce label ESUS, il a plus de sens. On le demande beaucoup à chaque fois que voilà, il y a une entreprise sociale qui se lance. Tout de suite, on va lui parler de l'agrément ESUS. Derrière, c'est toute une démarche pour faire appel à cet agrément. Et derrière, je trouve qu'il n'y a pas autant d'avantages que ça d'être labellisé ESUS. Donc, moi, je suis en phase avec ça, d'augmenter la fiscalité, de baisser la fiscalité et de faire en sorte que ça soit, il y a beaucoup plus d'avantages par rapport à ce label pour les entreprises sociales, pour que vraiment donner une vraie importance en fait à ce label-là, qui est aussi bien, quoi. Merci beaucoup. On va pouvoir passer donc au vote sur les propositions du plan de relance que vous avez très bien présenté tout à l'heure, Elisabeth. Donc sur votre application Klaxoon, vous allez pouvoir voter pour laquelle de ces 3 propositions du plan de relance vous paraît la plus prioritaire. Et pour vous laisser le temps de voter, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène une personne pour faire donc cette fameuse 3 minutes rebond, ce regard croisé sur les échanges que l'on vient d'entendre. J'appelle Denza Ngebonk, la fondatrice de ENH Lab. Merci de l'applaudir. Allô, allô? Oui. C'est parfait. C'est bon? Bonjour à tous. Je suis ravie de profiter de ces 3 minutes de rebond pour revenir sur les filières stratégiques. Depuis ce matin, on a parlé énormément de choses importantes, notamment l'énergie, les bâtiments. Mais je voulais revenir aussi sur d'autres filières, d'autres activités qui participent pleinement au décloisonnement des filières, et dans lesquelles je m'inscris fortement avec l'agence ENH Lab que j'ai créée il y a 9 ans. C'est une agence hybride à mi-chemin entre des initiatives sociétales, donc l'intérêt général, et le business pour accompagner des entreprises à travers un pôle conseil, communication événementielle pour mettre à plat leur stratégie de diversité.
Ce n'est pas pour faire de la conformité, mais c'est pour montrer au quotidien comment on vit la vraie vie de la diversité. Il y a 3 principes sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier, ce sera la coopération. Le deuxième, ce sera la cohérence. Et le troisième, ce sera l'innovation. L'innovation et la résilience. Sur la coopération, on a bien vu que la crise que nous traversons violemment, elle a accentué des écarts notamment entre les grands et les petits. Mais également sur la question de l'agilité, on voit que le rapport au temps est très différent entre les petits et les grands. Quand j'écris à un grand groupe pour demander quelque chose dont j'ai besoin tout de suite et qu'on me donne rendez-vous dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors que peut-être je n'existerai plus à ce moment-là, on voit qu'avec cette crise, ça a été accentué. Et puis sur le troisième plan de la coopération, je parlerai de la confiance. Le contrat de confiance qui est un problème assez important aujourd'hui parce qu'on est à un niveau de judiciarisation des rapports commerciaux qui est effrayant. Parce que moi, je n'ai pas un service juridique avec un bataillon d'avocats pour m'accompagner. Donc, c'est au niveau de la coopération des choses qu'il va falloir revoir pour accompagner la transformation de la société. Sur le deuxième point, qui est, à mon sens, la cohérence, qui est un point essentiel également, entre les principes affichés et ce qu'on vit, les actes qu'on pose. C'est quelque chose qu'il va falloir revoir aussi, à la fois au niveau de l'économie en général, mais aussi des acteurs de l'économie sociale. Parce que nous tous, nous serons crédibles à partir du moment où nous sommes cohérents avec les principes que nous affichons. Et sur le troisième plan, qui est le plan de l'innovation et de la résilience, là, je vous amène dans mon univers qui est celui du handicap, pour illustrer un petit peu juste ce que je vis au quotidien avec mon entreprise H-Lab. Le handicap, c'est considéré aujourd'hui comme quelque chose qui fait peur, malheureusement. Les personnes en situation de handicap sont en général au plus bas de l'échelle sociale. Il est considéré, on a vu quand même une forte mobilisation depuis la crise. Cette mobilisation, elle accompagne très souvent des acteurs qui sont considérés on va dire, dans un cadre plutôt d'assistanat. Souvent, le handicap est vu comme de la victimisation aussi. Il y a un groupe de personnes handicapées qui, heureusement, choisissent de sortir du cadre de la victimisation pour s'inscrire comme des acteurs économiques en part entière. Et pour ce groupe de personnes, je trouve qu'il y a des trous dans la raquette, si vous me permettez l'expression. Il faut aujourd'hui trouver des solutions pour accompagner très concrètement avec des fonds pour garantir le risque que ces personnes prennent parce que, encore une fois, pour des acteurs économiques, les banques notamment, le handicap est vu comme un risque supplémentaire et malheureusement, on ne peut pas avoir accès à des prêts aussi facilement qu'on le souhaiterait pour développer nos entreprises. Merci. Donc, juste pour conclure, le handicap, pour moi, doit être considéré comme une opportunité et au-delà de l'opportunité, il doit être remonté au niveau stratégique de la société, des stratégies d'entreprise pour pouvoir transformer profondément la société. Je vous remercie. Merci beaucoup, Deza. Merci infiniment. On va pouvoir passer au résultat du vote et voir. Ah, donc c'est assez unanime. Donc la proposition qui est retenue, c'est intégrer des critères d'impact social et écologique décisifs dans l'attribution du plan de relance et des marchés publics. Est-ce qu'on peut avoir votre réaction et le mot de la fin, Madame la Ministre, et votre est-ce que vous vous engagez à vous soutenir cette proposition du plan de relance? Alors, cette proposition, encore une fois, moi j'y travaille depuis un an, donc je ne peux pas être totalement contre. Effectivement, après, il y a la manière de la convertir de manière très précise et très efficace, parce que la commande publique, c'est aussi une question d'égalité devant la commande publique. Je vous donne juste un exemple qui m'est remonté techniquement. Si vous prenez les émissions carbone comme étant un critère de choix, donc critère environnemental, et que vous comparez de la viande conventionnelle avec de la viande bio élevée en France, la viande bio perd
le combat, puisque la vache, le bœuf qui est concerné a été plus longtemps élevé et donc a plus consommé. Et quelque part, le bilan carbone est moins bon. Donc, c'est pas si simple dans la mise en œuvre, et c'est vraiment là où il faut qu'on arrive à être à la fois ultra efficace et précis, et à le faire la semaine prochaine plutôt que dans 4 ans, parce qu'on veut avoir un système qui fonctionne. Et avec ça, je pense qu'il y a aussi un autre sujet qui est un combat collectif qu'on doit porter, qui est le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, c'est-à-dire, et ça devrait être du miel aux oreilles d'André, c'est-à-dire que lorsqu'on importe des biens qui polluent, il faut le montrer dans le prix en faisant une taxe qui fait que ça revient au niveau de nous, les efforts qu'on fait pour diminuer le contenu carbone de nos productions. Donc voilà, pour rebondir, et donc le sujet c'est moins faut-il le faire que comment on le fait et comment on le fait bien. Merci beaucoup Madame la Ministre, et merci à vous tous, merci Elisabeth, merci à nos invités.